Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aborder ici les règles de préparation, partie 2. Pour cela, il vous faudra un ordinateur et le temps nécessaire est de 20 minutes. Voici le sommaire, la stratégie opératoire et le rôle infirmier. La stratégie opératoire. Les consignes communes. Après avoir pris connaissance de la posologie, l'infirmier doit, à partir du matériel à sa disposition, préparer la dose à administrer. Nécessité d'une bonne connaissance des matériels et des médicaments. La lecture de l'étiquette associée aux médicaments est obligatoire. L'infirmier doit contrôler la date de péremption du médicament et du matériel à usage unique utilisé, procéder à un traitement hygiénique rigoureux des mains et, le cas échéant, respecter les procédures aseptiques. Les choix de la stratégie. La prescription médicale impose une forme galénique, liquide ou solide, et un dosage unitaire, comme par exemple une gélule, un comprimé, dosé à 250 mg ou 500 mg l'unité. Les formes solides sont le plus souvent unidoses. La préparation est alors une simple opération de récupération et de contrôle du dosage et de la date de péremption, c'est-à-dire que l'infirmier va prendre le médicament dans la pharmacie et contrôler le dosage unitaire et ainsi que la date limite d'utilisation. L'infirmier veillera aussi à conserver ces médicaments dans leur conditionnement, c'est-à-dire ne pas les retirer de leur emballage, pour assurer l'identification jusqu'à l'administration. Les formes liquides sont destinées aux voies orales ou parentérales, sont unidoses ou multidoses. En fonction du dosage unitaire, l'infirmier choisit entre les médicaments le conditionnement présentant le dosage le plus approprié ou nécessitant le moins d'étapes de préparation. Les formes liquides sont prêtes à l'emploi, à reconstituer ou à diluer. Les formes prêtes à l'emploi. Les formes destinées à la voie orale sont directement utilisables et l'infirmier récupère le conditionnement présentant le dosage le plus approprié. Le choix des préparations injectables doit être réalisé avec la plus grande attention car il présente des risques immédiats pour le patient, notamment le risque infectieux. Il existe des recommandations de l'ANSM pour l'harmonisation de l'étiquetage des médicaments présentés en solution injectable et sous un faible volume pour faciliter la lecture des étiquettes et éviter les erreurs. Doivent figurer sur l'étiquetage la dénomination complète, nom du médicament, son dosage et sa forme pharmaceutique. Nous pouvons également retrouver la DCI, c'est-à-dire la dénomination commune internationale, c'est-à-dire que le médicament est nommé avec sa substance active qui la compose, comme par exemple le paracétamol pour le Doliprane. La quantité totale de substance active, en masse ou unité. Le volume total de solution. La concentration en unité de masse, grammes, milligrammes, etc., par millilitre. La voie d'administration, la date de péremption, le numéro de lot et la mention « Respecter les doses prescrites » pour les médicaments relevant des listes 1 et 2. Voici deux exemples d'étiquetage selon les recommandations de l'ANSM. L'étiquetage type. Ici l'exemple de la substance active de chlorhydrate de dopamine. En dessous du nom de cette substance, il est indiqué la quantité totale de substance active qui est ici de 50 mg pour un volume total de solution de 5 ml qui correspond à la quantité totale de l'ampoule.
Puis il est précisé la concentration massique, c'est-à-dire la quantité de produit pour 1 ml, qui est ici de 10 mg par millilitre. Nous retrouvons l'indication par voie intraveineuse stricte et solution pour perfusion. C'est-à-dire que cette substance ne doit pas être utilisée pour une autre voie que l'intraveineuse. Deuxième exemple, l'étiquetage des électrolytes. L'électrolyte que nous avons choisi en exemple est le chlorure de sodium, dont le symbole indiqué sur votre gauche est le sigle Na. Sous le nom du chlorure de sodium, il est précisé la quantité totale de substance active, c'est-à-dire ici 1 g, pour le volume total de solution de 10 ml. Il est indiqué aussi la concentration massique en unités de masse par millilitre, 0,1 g par millilitre, mais aussi en pourcentage, 10%. Nous retrouvons également la concentration molaire, qui est la correspondance en millimoles, qui est ici de 1,711 mmol par millilitre d'ion Na. Il est stipulé également que c'est une solution à diluer pour perfusion intraveineuse. Vous pouvez voir sur votre gauche, dans le bandeau bleu, attention, solution hypertonique. Voici un exercice de lecture d'étiquetage. La quantité en ion potassium apportée par ces deux ampoules est-elle identique? Les indications de ces deux sels sont différentes. La solution du chlorure de potassium à 7,46% contient 1 mmol par millilitre d'ion potassium, alors que la solution de phosphate de dipotassique contient 2 mmol par millilitre d'ion potassium. Le chlorure de potassium, danger de mort. L'étiquetage de cet électrolyte rappelle par sa couleur rouge son caractère dangereux. En effet, il existe une dose létale médiane, qui est un indicateur quantitatif de la toxicité de cette substance et qui peut provoquer la mort. Cette dose létale pour le potassium est d'environ 100 mg par kilo. Le décès apparaît par arrêt cardiaque. En effet, l'hyperkaliémie provoquée entraîne des perturbations ioniques impliquées dans l'activité électrique du cœur. Ces propriétés létales sont utilisées lors de l'exécution des condamnés à mort aux États-Unis et des interruptions médicales de grossesse par injection cardiaque fœtale. Le cas des substances actives à risque. Ce sont des médicaments utilisés en situation d'urgence et qui possèdent un système de codification couleur au niveau de l'étiquette, du bandeau ou de l'inscription et une discrimination par des caractères d'accroche. Les molécules concernées sont l'adrénaline, l'atropine et l'éphédrine. Les règles de reconstitution. L'infirmier est amené à reconstituer des formes liquides destinées aux différentes voies, orales, injectables, transmucosales. Ces préparations ne posent pas de difficulté car le principe actif est le plus souvent contenu dans une quantité précise de poudre ou lyophilisa, forme assurant une longue période de stabilité et de conservation, à mélanger à un volume défini de solvant. La reconstitution diminue la stabilité du médicament et impose souvent une utilisation rapide. Dans le cas de suspension buvable, il conviendra d'agiter le contenant avant l'utilisation. La reconstitution des formes injectables se fera en observant la qualité du liquide reconstitué qui doit être stérile, limpide, sans particules visibles à l'œil nu. Voici un exemple de reconstitution pour forme orale.
Voici une suspension buvable qui est de la josacine, 500 mg pour 5 ml. La josacine est composée de poudre médicamenteuse qu'il va falloir reconstituer avec de l'eau. Calcul de concentration finale. Dans ce flacon, il y a donc 12 g de josamicine, soit 12 000 mg de ce produit. Nous allons rajouter le solvant qui est de l'eau en quantité suffisante pour atteindre le trait d'un volume de 120 ml. Nous avons donc une concentration de 12 000 mg pour 120 ml, soit 100 mg par millilitre. La concentration finale est donc de 100 mg par millilitre. Voici un autre exemple, cette fois-ci pour une forme injectable. Voici de la roséfine qui est dosée à 500 mg pour 2 ml. La voie d'administration est en injection intramusculaire ou sous-cutanée. Calcul de la concentration finale. La ceftriaxone, qui est la DCI, est en quantité de 500 mg. Nous allons reconstituer la poudre avec 2 ml d'eau pour préparation injectable. Nous avons donc une concentration de 500 mg pour 2 ml, soit 250 mg par millilitre. La concentration finale est donc de 250 mg par millilitre. Abordons maintenant la notion de dilution. La dilution permet de manière générale de diminuer la quantité de soluté présente par unité de volume de solvant. La technique consiste à ajouter un volume précis de solvant, ce qui entraîne une diminution de la concentration. Cette technique permet d'obtenir des solutions moins concentrées à partir de solutions mères. Le facteur de dilution est une fraction correspondant au rapport du volume de solution mère par volume de solution finale. Exemple de dilution. Une dilution au 1/25e d'une solution mère de bétadine gynécologique en eau stérile. Il faudra utiliser 1 ml de cette solution pour 25 ml de volume final. La préparation se fera par l'ajout de 24 ml d'eau stérile à 1 ml de solution mère. Les précautions. Attention, ne jamais associer deux principes actifs dans une même seringue, car il existe des risques d'incompatibilité physico-chimique. Donc un produit est égal à une seringue. Le temps entre la préparation et l'injection doit être le plus court possible, c'est-à-dire de façon extemporanée. La préparation et la réalisation du soin, c'est-à-dire l'injection, doivent être faites par la même personne. Des mesures d'hygiène et d'asepsie sont appliquées pour prévenir les risques infectieux. Et pour finir, il faut respecter les principes de prévention des accidents d'exposition au sang.
Merci de votre attention.